Bonjour à tous. Bonjour. Merci de l'invitation à l'initiative de Hong. Donc on est là pour vous parler en fait du UX design et de design au sens plus large. Donc avant on va se présenter. Donc on travaille chez Palo IT, qui est un cabinet de conseil en innovation et en transformation numérique. On accompagne nos clients depuis la phase amont de recueil du besoin jusqu'à la réalisation de produits numériques, de design de services, etc. Donc moi je suis Nadège Bid, je suis responsable du pôle design et expérience utilisateur chez Palo. Je suis avec Garance, ma collaboratrice, donc tu vas parler dans mon micro. C'est très pratique. Et du coup, je travaille aussi avec Nadège dans tout ce qui est design thinking et expérience utilisateur, que ce soit pour des applications, pour des nouveaux services et pour des produits industriels. Donc Palo IT, c'est un groupe, on est présent sur plusieurs continents, Paris, Toulouse, Nantes pour la France, on est aussi à Singapour, Hong Kong, Mexico, Sydney, Bangkok. Et donc, du coup, on a une expérience assez globale qu'on peut retranscrire auprès de nos clients, notamment en termes de design, les équipes de designers sont présentes dans tous les pôles. Voilà pour la petite présentation. Alors, au programme, au menu aujourd'hui, en plus de vos sandwichs, bonbons et autres gourmandises, on va commencer par un petit icebreaker, parce qu'on aime bien faire ça pour savoir un petit peu ce que vous attendez de la session d'aujourd'hui. Ensuite, on reverra les définitions pour être sûr que tout le monde a la même compréhension du sujet. Quelques principes fondamentaux et une petite mise en pratique pour ceux qui veulent bien rester avec nous jusqu'au bout. D'ailleurs, on vous a distribué des feuilles. Ceux qui sont en face de leur écran, vous pouvez aussi prendre une feuille format A4. On vous sollicitera également. Alors, avant de commencer, donc l'icebreaker. Ah, on a quelqu'un qui nous rejoint. Super. Alors, en fait, on vous a donné des feuilles et on voudrait que vous nous disiez ce que c'est pour vous le design. Voilà. Donc, vous avez 3 options. Soit vous le faites en dessin. Vous pouvez nous faire un dessin, pas besoin de savoir dessiner, ça peut être très schématique. En name ou branding dropping, c'est-à-dire des noms de marques ou des noms de produits qui vous font penser à ce qu'est le design. Ou alors avec des hashtags, en fait, avec des qualificatifs. Voilà. Donc, on va vous laisser une petite minute. C'est à vous de jouer. Voilà, vous prenez vos feutres. Tout le monde a de quoi écrire, des feutres, des papiers. Il y en a d'autres sur la table si vous souhaitez. C'est parti pour le timing. Allez, go. Pour vous, c'est quoi le design? Alors, c'est quoi pour vous le design? Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour savoir un petit peu voilà, ce que ça évoque pour vous et on verra, on l'espère, que si votre définition aura évolué à la suite de la présentation. Essayez d'écrire gros pour qu'on puisse lire. Ouais, d'ici. Plus j'ai pas mis mes lunettes. Je copie. Ne copiez pas sur vos voisins, ça ne sert à rien. J'ai pas d'idée. Ah, c'est toi qui nous as invités, donc du coup, t'as bien... Tu veux des feuilles? Un exercice? Pardon. C'est bon, il vous reste 30 secondes. Ouais. 10 secondes, la pression est à son comble. Alors, c'est le moment où vous levez vos feuilles, vous posez vos couteaux comme à la Top Chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a conception, produit, innovation pratique, innovant, utile et pratique, ok. Infographie, études ergonomiques, Apple, dessin. J'ai vu qu'il y avait une pomme aussi par là, un petit rapport avec Apple. Google aussi. Innovation, Stark, pensée
Pensée, réflexion, Apple, Google encore, ok. Rendre simple la complexité. Rendre simple la complexité. Hashtag Adobe, hashtag 3D, hashtag Flag Design. Hashtag Flag Material Design. hashtag responsive. Ok. Un indice la fête. On a une cible avec un petit bonhomme au milieu. User-centric, oh c'est beau, bravo. Sobriété, Sobriété, ergonomie, ergonomie, novateur, nouvelles expériences. novateur, nouvelle expérience, ok. Des jolis meubles. Super, ok, donc il y a plein de... On ne triche pas, on a dit on ne copie pas sur les voisins, on ne triche pas non plus. Ok, super, merci. Donc on va voir que c'est un peu tout ça et un petit peu plus encore. Donc on espère qu'on va vous aider à affiner votre compréhension du design. Donc pour cela, on a décidé de dresser un certain nombre de constats. Donc le premier, en fait, pourquoi on est venu ici vous parler de design chez Centréon? Parce qu'en fait, les clients et les utilisateurs sont de plus en plus exigeants. Ils ont des attentes de plus en plus importantes sur l'expérience des produits digitaux. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose avec lequel on doit faire. C'est une composante nouvelle avec laquelle on est obligé de faire depuis quelques temps. Le deuxième constat, c'est que malheureusement, en informatique, il y a encore souvent 50% des fonctionnalités qui sont développées et qui ne servent à rien in fine. Là encore, le design peut apporter quelque chose et éviter ça. Steve, qui nous regarde à ce moment même, nous dirait que le design, ce n'est pas seulement ce à quoi le produit ressemble, c'est aussi comment ça fonctionne. Donc là, on vous a mis un petit exemple de produit sur lequel nous, on a travaillé pour un client. On est parti de ça. Voilà. Il ne s'agissait pas seulement d'une refonte, il s'agissait aussi d'une amélioration produit avec un formulaire de saisie extrêmement complexe. Et à l'issue juste de la première itération du POC, on est arrivé à ça. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a une couche graphique évidemment qui a été rajoutée, mais pas seulement. On a aussi simplifié le formulaire, recensé les doublons et retravaillé en fait tout l'aspect fonctionnel. Donc ça se voit à la fin, mais il y a eu un travail en fait en amont qu'on va découper avec vous aujourd'hui. Alors le design en fait, l'intérêt c'est que ça permet de se différencier. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont cité Apple, Google, mais en fait, le design, on le retrouve aussi, là c'est le musée Guggenheim de New York, où en fait on voit que le design, l'architecture donne une circulation particulière. On a des applications comme Citymapper qui permet aussi d'avoir une tonalité différente de celle de la RATP. Donc pour se déplacer, en fait, on a des petits éléments qui nous permettent de personnaliser notre expérience selon qu'on est à Paris, à Londres, etc. Waze, en fait, aussi, qui amène, grâce au design, une expérience plaisante et même l'aspect collaboratif d'une communauté. Le design permet aussi de créer un sentiment d'appartenance, donc de l'image de marque au sentiment d'appartenance. Donc on retrouve encore la communauté d'Apple où finalement les clients et les utilisateurs deviennent des fans inconditionnels. Mais on retrouve ça aussi dans le design de produits, le design de mobilier, dans la mode, avec un exemple avec Levi's, c'est le fameux 501. Et enfin, le design permet d'apporter du plaisir à l'utilisateur. Donc là, si je vous mets au volant d'un vieux taco tout rouillé, vous n'aurez pas la même expérience que si vous êtes dans une voiture, dans une Aston Martin, avec un tableau de bord en acajou et donc des matériaux riches, etc. Le bruit de claquement de la voiture aussi, c'est quelque chose qu'on travaille en design industriel et qui va faire que vous allez avoir l'impression d'avoir une expérience encore enrichie. Voilà, donc c'est tout ça le design. Nous sommes tous des utilisateurs et le premier réflexe, c'est de se mettre à la place des utilisateurs. Il y en a qui ont parlé de design centric. Mais en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'utilisateur, on a beau le connaître, eh ben, ce n'est pas que vous. Il y a plein d'utilisateurs différents. Et en fait, c'est en ça que la démarche design va se poser les bonnes questions de qui sont les utilisateurs principaux. Et on parlera de personas juste après. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on comprend que les utilisateurs ne sont pas nous et qu'ils sont différents? Eh bien, on comprend en fait que leur façon d'aborder le monde diffère et donc que leurs perceptions sont différentes. On ne voit pas les choses de la même façon selon qu'on est ingénieur, designer, commercial,
qu'on a un rapport en fait aux choses qui est analytique ou synthétique. Voilà. Et donc c'est toutes ces données qu'on doit prendre en compte quand on conçoit un nouveau produit ou un nouveau service. Prendre en compte la perception des gens, c'est aussi comprendre qu'on peut être plusieurs à avoir raison, qu'il n'y a pas forcément une solution unique. Voilà, là, vous avez un exemple avec un cylindre qui est projeté, l'ombre d'un cylindre qui est projeté. On voit que l'ombre carrée est juste et que l'ombre ronde est juste aussi. C'est comme un 6 ou un 9 placé au sol. Vous allez le regarder de deux points de vue différents. Et en fait, celui qui dira « je vois un 6 », il aura aussi raison que celui qui dira « je vois un 9 ». Voilà. Les définitions. Petit passage de micro. Je te laisse faire. Attends, parce que... Donc du coup, maintenant qu'on a vu ces constats-là, on va se mettre d'accord sur les définitions, la définition du design. En fait, ça vient du mot dessin et dessin. Donc mettre en forme une intention. Ici, on parle d'affordance. Est-ce que vous connaissez ce mot-là ou pas? Le mot affordance, c'est la forme au service de la fonction. Donc du coup, on va avoir une forme qui va nous aider à comprendre à quoi sert l'objet. Donc, il y a l'exemple de la porte. Avec une poignée, on va tirer, et s'il n'y a pas de poignée, on va avoir automatiquement envie de pousser la porte. Vous avez d'autres objets qui vous viennent à l'esprit? On en a plein autour de nous. Hein. A priori, les designers ont été dissimulés depuis pas mal d'années dans la conception des produits. Pas d'idée d'objet en fait La sonnette, on a envie de taper dessus. Une sonnette, voilà, par exemple. Un klaxon, ouais. Le klaxon poète là. Ouais. Ok. Un robinet. Voilà. Voilà, il y a certains robinets où ça devient plus compliqué. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. On a aussi la théière, où on sait par quel côté la prendre, on sait là où ça va couler. Le couteau, on le prend rarement par le bout tranchant. Donc voilà, donc ici on parle d'affordance. Ensuite, on a voulu vous montrer les différents strates du design en reprenant la pyramide de Maslow. Alors, pour ça, les cours d'économie sont peut-être un peu loin. Ça vous parle ou pas la pyramide de Maslow? On a dans le bas de la pyramide les besoins primaires, manger, boire, dormir. Le Wi-Fi maintenant à la base. Voilà. Au-dessus, on va avoir la sécurité et enfin vers le sentiment d'appartenance. Donc là, on a dans les besoins primaires l'utilité et l'utilisabilité qui sont focus sur la fonction. Donc c'est plus les métiers d'ergonome qui vont être focalisés sur la performance d'un service, sur l'utilité et l'utilisabilité. Et ensuite, il va y avoir la couche d'expérience utilisateur, donc du X, où on va ajouter du plaisir et du sens pour donner envie, pour engager l'utilisateur, lui donner envie de venir et de revenir, parce que finalement, si l'expérience est ratée la première fois, il n'y reviendra jamais. Et voilà, du coup, on a les différentes couches d'utilité, de fiabilité, confort, plaisir et sens. Il y a des ergonomes parmi vous non? Non. Des UX? Des designers? Donc là, on fait souvent quand on parle de design, on associe l'UX et l'UI. Donc UX c'est pour User Experience et UI c'est pour User Interface. Donc l'UX il va travailler dans la phase amont, faire des recherches, aller interviewer les utilisateurs, faire des ateliers de cadrage pour bien comprendre quelle est la problématique auquel il faut répondre, travailler avec différents types d'ateliers dont les parcours, du story mapping, etc. et de la conception. Et là, c'est là où l'user interface va aussi travailler sur de la conception et rajouter une couche de graphisme et de motion design pour accentuer l'enchaînement des écrans sur lequel aura travaillé l'UX. L'UX, on a la partie qui ne se voit pas, qui est cachée de l'iceberg, et l'UI est plus sur l'interface graphique et finalement ce qu'on voit de l'image de marque. Vous nous arrêtez si vous avez des questions ou des remarques. Donc pour illustrer ça, on a le fameux exemple du ketchup. Là, en UI, on voit que c'est une bouteille où on a repris
le graphisme et l'image de marque et l'historique d'Heinz. Donc on reprend la typo et la charte graphique. Et pour la partie user experience, les designers se sont demandé, c'est quand même pas très pratique cette bouteille en verre, on s'en fout partout. Et du coup, les matériaux ont changé pour que ce soit plus facile à appréhender. On a retourné la bouteille. Le ketchup arrive plus vite. Et par contre, après, il y a toujours une couche de graphisme et d'user interface pour qu'on reconnaisse que la bouteille, c'est la bouteille Heinz. Donc du coup, le design pour l'utilisateur, c'est quoi? Ça permet de donner du sens aux objets et aux interfaces et aux services. Ça le guide, ça va le guider, l'orienter, lui permettre de ne pas se perdre. Ça va fluidifier les usages. On est sur quelque chose de naturel, on n'est pas frustré, tout se passe bien pour accéder à l'information. Donc ça a été simplifié. Et on lui fait vivre une expérience positive et engageante pour qu'il devienne, comme le disait tout à l'heure Nadège, ambassadeur, par exemple, ou déjà qu'il y retourne, c'est pas mal aussi. Pour une entreprise, le design, ça sert à quoi? Ça permet de disrupter le business model, d'améliorer le parcours client. On va avoir le service dans son ensemble, avec le avant, pendant, après. Là, on peut penser à Uber, à toutes ces applis. Ouais. Ça va permettre de se différencier des concurrents, de résoudre les problèmes des utilisateurs, des vrais, pas les problèmes du client. Et ça va, on est sur du design de service, ce qu'on appelle l'employee experience, le DX, je ne sais jamais, developer experience et customer experience. Est-ce que c'est un peu plus clair là? On ne vous a pas perdu, vous êtes encore avec nous? Bon, super. Alors les principes fondamentaux. Donc maintenant qu'on a vu en gros en fait les définitions. Donc la démarche en fait design thinking, donc on a vu UX, UI, design thinking c'est ce qui englobe un petit peu les deux. Voilà, on vous a mis tous les buzzwords du moment. Et en fait, quand on parle de design thinking, on parle de la démarche en double diamant qui a été popularisée par le British Council. Et en fait, le design thinking, c'est une démarche qui s'appuie sur la démarche design qui existe depuis la révolution industrielle, mais qui a été marketée, on va dire, et brandée par un cabinet de design à New York qui s'appelle IDEO. Voilà. Nous, chez Palo, on utilise cette démarche, on l'a vulgarisée en fait, pour l'appliquer à nos projets, que ça soit plus simple en fait, à mettre en œuvre. Mais c'est exactement celle-ci. Donc, c'est une démarche qui démarre par une phase de recherche. Donc, en fait, on est dans une démarche d'ouverture. On va chercher un maximum d'informations en allant interroger les utilisateurs, etc. Une deuxième phase qui est une phase de cadrage ou de définition. On a fait une recherche avec des utilisateurs, on a plein d'informations, mais il faut qu'on décide quel est le problème qu'on veut résoudre maintenant, parce qu'on ne peut pas tout résoudre d'un coup. Donc on va refermer en fait lors du cadrage pour voir sur quoi on veut se concentrer. On arrive donc à un problème spécifique. Troisième phase, c'est une phase d'ouverture de nouveau. Donc là, phase créative qu'on a coutume d'appeler idéation, où on va essayer de commencer à développer le produit, on va générer un maximum d'idées, on va être de nouveau dans un brainstorming géant. Ces deux phases, en fait, souvent se font sous forme d'atelier, et on va vous en donner un petit aperçu tout à l'heure. Et enfin, la quatrième phase, qui est une phase où on referme de nouveau, donc on a généré plein d'idées, on choisit 2 ou 3 idées sur lesquelles on veut se concentrer, et on va commencer à développer le produit, à le prototyper, en vue de le développer, de le coder en fait, et surtout le tester en fait. L'idée du design aussi, c'est de tester ces hypothèses le plus rapidement possible pour valider qu'on est sur le bon produit ou pas. Ça va ? Donc souvent en fait, quand on parle de design, on pense d'abord on va faire un benchmark, on va étudier la concurrence, on va aller voir ce que font les copains, les voisins. Et donc le benchmark, en effet, c'est une bonne façon d'aborder le projet pour être à l'état de l'art de ce que les utilisateurs ont sous les yeux, mais ça ne suffit pas.
On peut bencher, en fait, on parle de benchmark sectoriel si on est sur le même domaine d'activité, mais aussi faire un benchmark qu'on dit horizontal, où on va aller chercher des idées sur des secteurs qui n'ont rien à voir. Par exemple, le swipe de Tinder, la façon de choisir ou alors de supprimer une option, en fait, c'est un geste qui aujourd'hui est utilisé dans plein d'applications. Voilà, donc ça, c'est un exemple de benchmark qui a permis de réutiliser une autre façon de fonctionner. Donc si on rentre en fait dans la première phase de recherche, en design, on parle beaucoup d'empathie. L'UX, c'est un acte d'amour, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Pourquoi on parle d'empathie? On parle d'empathie parce qu'en fait, on va se mettre à la place des utilisateurs, puisqu'on sait qu'on n'est pas tous les mêmes, d'accord? Et on va essayer de se demander, OK, qui va utiliser l'application? Dans quel contexte? Est-ce que ça va être sous la pluie? Est-ce que ça va être en étant pressé? Vous n'allez pas utiliser votre appli pour réserver un Uber de la même façon si vous avez le temps, si vous êtes pressé, si vous avez loupé votre train, etc. Donc en fait, on va se poser toutes ces questions-là de contexte et on va essayer de les valider pour être sûr qu'on est dans le juste. Voilà. Et se poser la question de l'enjeu. Évidemment, nous, quand on travaille sur un produit, pour nous, c'est important et on pense que tout est important. Mais parfois, on travaille sur des choses qui ne le sont pas pour l'utilisateur. Donc la question, c'est ça, c'est de se mettre en empathie avec l'utilisateur pour vérifier qu'on résout les bons problèmes. Exemple d'outils et de méthodologie, donc on en verra un exemple. Donc les interviews, tout simplement, on va aller interroger les gens sur le terrain, s'entretenir avec eux. En marketing, on parle de focus group, ça peut être aussi cette démarche-là. Et en fait, on a tout un tas d'outils que nous, on utilise. La carte d'empathie qu'on va vous faire tester tout à l'heure, la roue des usages, le speedboat. On aime bien chez Palo, on utilise pas mal d'outils dits de game storming, des jeux intelligents, des jeux d'innovation qui permettent à des gens qui ne sont pas designers de se poser des questions et de nous aider à avancer sur la bonne route. L'un des livrables en fait, de ces interviews, de cette phase de recherche, c'est le persona. Donc, je ne sais pas si vous les utilisez ici, s'il y a des gens ici qui connaissent. Qui est-ce qui connaît les personas? Ok, super. Bon. Donc le persona, en fait, donc ça c'est un exemple de template. On va préciser des éléments de verbatim qui sont réels. On va préciser les leviers de motivation, quelques traits de personnalité au besoin. Mais en fait, ça s'applique à chaque produit. C'est-à-dire on va mettre des choses qui vont être utiles. C'est un peu la mémoire du produit et du projet, en fait. Sur le long terme, ça va permettre de se référer à Mathieu et pas à l'utilisateur numéro 1. Ce qu'il faut retenir du persona, c'est que le persona, en fait, c'est pas un élément, c'est pas un stéréotype fictif. En marketing, on part d'un produit, d'une marque, par exemple Heinz, le ketchup tout à l'heure, et on va se dire, OK, quelle est la personne qu'on veut cibler? En design, c'est l'inverse. On va partir des personnes, des utilisateurs, et on va se dire, OK, comment on doit adapter notre produit pour qu'il soit raccord avec notre cible? On parle de value proposition, proposition de valeur et de produit utilisateur match. Donc l'idée en fait qu'il faut retenir, c'est que le persona, c'est vraiment la synthèse d'informations qu'on est allé trouver sur le terrain. La vision. Garance à toi. Bon, c'est quoi? Je vais t'aider. Non, c'est pas une bonne idée. Ah oui. Donc une fois qu'on a fait cette phase de recherche, on a plein d'infos. Il va falloir se refermer sur une problématique définie. Et donc du coup là, on va rapprocher le besoin business avec les besoins utilisateurs. On est allé voir tout ce qui se passait côté utilisateur et côté usage. Et là, en fait, on va refermer pour voir s'il y a bien des attentes business en face des besoins utilisateurs et inversement. Parce que s'il n'y a pas d'utilisateur, a priori, il n'y aura pas d'argent derrière. Donc cette phase-là, elle permet de donner la direction. On va aller vers une problématique définie qui est beaucoup plus affinée qu'avant qu'on commence toute cette phase de recherche. Ça va être aussi une partie où on va mobiliser les parties prenantes, les gens sur les projets qui vont permettre de faire avancer les choses, qui vont pouvoir donner les informations dont on a besoin. Et ensuite, grâce à un outil qu'on utilise quasi à chaque fois, qui est le parcours utilisateur, on va définir la roadmap et voir comment on va faire pour mettre en place le nouveau produit ou le nouveau service. On va prioriser les fonctionnalités. Du coup, on n'a pas donné d'exemple Airbnb.
Donc là, oui, par exemple, on avait préparé un exemple, mais c'est pas grave, on va le rattraper. Pour Airbnb, ils se sont dit, on cherche à faire une nouvelle sorte de plateforme pour louer des hôtels, enfin pour louer des endroits pour partir en vacances. Ils recherchent toute la phase exploratoire de tous les gens qui partent en vacances, pourquoi, comment, à quel moment, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Et ensuite, dans la phase de cadrage, la problématique va un peu changer et ils vont se dire, finalement, en fait, on va mettre en relation des particuliers avec d'autres particuliers, puisque on n'a pas vœu à construire des hôtels et à concurrencer Accor. Et donc, du coup, on va être une plateforme de mise en relation. On est sur l'expérience de comment je vais faire pour mettre en relation un particulier avec un autre particulier pour que ça se passe bien et qu'eux puissent avoir leur valeur business au milieu. Pour la petite anecdote, je crois qu'ils ont changé 2-3 fois de business model avant de réussir à trouver quelque chose qui marche. Et c'est quelque chose qui se fait à ce moment-là de la phase, en fait, donc après la recherche. Voilà. Donc ça, c'est un exemple dans les différents outils qu'on utilise. Je vous ai parlé du parcours utilisateur. Ça, c'est un type de rendu qu'on peut avoir. Donc on voit la phase avant, pendant, après. Ensuite, on l'utilise en fonction de ce dont on a besoin, comme les personas tout à l'heure. Si là, il faut savoir à quel moment l'utilisateur est sur mobile, desktop, on va l'indiquer dans le parcours. Ça va pouvoir nous aider aussi s'il y a des moments où on voit que le produit ou le service n'est pas du tout là et l'utilisateur est complètement désemparé parce que sur cette étape, il a besoin d'aide et en fait, il n'y a pas de service disponible. On a une espèce de cartographie complète du avant, pendant, après. Avec les points d'accroche aussi. Avec les points d'accroche et ce qui va nous donner la roadmap du projet. Ensuite, donc là, on a bien défini notre problématique et on va partir sur la phase créative, la phase d'idéation. Donc cette phase, elle est cruciale comme toutes les autres. Mais on est donc on va travailler sur des brainstorming et de l'idéation avec toutes les parties prenantes. C'est pas parce qu'avec les utilisateurs, ils sont toujours là avec nous parce que en général, on a une idée si on est sur un produit digital d'un écran et on a tous des idées différentes dans notre tête et au final, c'est une phase de co-conception qui est hyper importante pour avoir toutes les idées des différents modèle mental des utilisateurs. Donc cette phase-là, elle va permettre de concrétiser rapidement. On est sur du sketching et après, on va pouvoir tester. Nous, on teste sans avoir écrit une ligne de code. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent pour faire l'enchaînement des écrans et déjà, dès la phase de sketching, pouvoir voir si les utilisateurs comprennent ce qui se passe ou s'ils sont complètement perdus. Donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sketching, où on est vraiment au crayon papier. Après, il y a le zoning, où là, on va avoir différentes nuances de gris et commencer à travailler pour voir l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir en premier, le parcours qu'il va pouvoir effectuer. Là aussi, à chaque étape, on peut faire du test. Du coup, l'étape d'après, on est en wireframe. Donc là, ça se concrétise un peu plus. On commence à avoir le texte au bon endroit et l'utilisateur peut se projeter un peu plus. Et ensuite, on a le mock-up où on a le travail de l'UI qui a appuyé sur les zones du X du parcours à faire et où, pareil, on va pouvoir tester. Nous, on aime bien quand même tester dans les configurations d'avant aussi parce que ça permet de ne pas être sur des questions de graphisme et de couleurs et on est bien dans le parcours de est-ce qu'il arrive à aller louer son appartement à Paris, si on reprend l'exemple d'Airbnb, ou pas. Et ça permet aussi d'affiner le backlog en fait. Les fonctionnalités qu'on veut mettre ou pas. Si on voit que l'utilisateur ne cherche jamais tel élément, peut-être qu'on s'est trompé et on peut revenir un petit peu en arrière.
Ça marche aussi pour les sites web ou uniquement pour Oui. les produits? Non, ça marche non. pour les sites web aussi en fait. Bah, pour reprendre l'exemple de Airbnb, dont Garance a parlé tout à l'heure, Airbnb, on imagine qu'on est en face de cadrage et on se dit ok, ce qu'il faut en fait, c'est un moteur de recherche qui permette de trouver en tant qu'utilisateur une chambre à louer. Ok, moteur de recherche. On fait un moteur de recherche, résultat de recherche. En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de rechercher. Il y a la recherche exploratoire, d'accord, où la personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Et là, peut-être que de rentrer des mots-clés, ça ne suffit pas. Peut-être que la personne, elle a besoin de voir sur une carte où sont les endroits qu'elle va pouvoir réserver. Peut-être qu'elle a besoin de voir des photos. Voilà. Et donc ça, on peut le faire sur un site, donc une plateforme de mise en relation. Et derrière, en fait, en testant l'interface, on se rend compte que les gens cliquent plus facilement sur des belles photos que sur des photos moches. Du coup, en fait, Airbnb met un service à destination des loueurs en leur proposant les services d'un photographe professionnel. Donc tout ça, en fait, c'est une démarche itérative et qui rentre complètement dans le cadre de la démarche du design. Mais ça marche du coup pour sites, produits industriels ou numériques. Et dans le cas où, en fait, par exemple, pour un site où tu n'as pas forcément le... je prends un exemple, Vas-y, site vas-y. corporate. Ouais. Un autre vitrine. Ouais. Ok. Est-ce que ça s'applique? Parce qu'en fait, on n'a pas forcément, en fait, on n'a pas forcément le parcours comme dans un produit où Adam a un objectif à la fin. Il cherche quelques infos, il veut voir les choses. Est-ce que ça s'applique aussi? Tu veux répondre? Ouais. Oui, ça s'applique aussi parce que là, il faut, dans la partie recherche, on va aller voir qui sont les utilisateurs, qui sont les clients qui vont aller sur le site, pourquoi ils vont aller sur le site, à quel moment, qu'est-ce qu'ils vont rechercher. Et finalement, l'information qu'ils vont rechercher, il va falloir la mettre assez rapidement au bon endroit pour qu'ils puissent la trouver. Et derrière, dans les sites institutionnels ou les sites de marque, si l'utilisateur ne comprend pas ce que fait le service ou ce que fait la marque, il s'en va. Et sur Donc, un site, tu vas avoir des gens qui vont venir, qui sont des futurs prospects. Tu vas aussi avoir peut-être des gens qui veulent se renseigner parce qu'ils vont passer un entretien. Donc le site va te permettre aussi de faire du recrutement. Tu as quand même plusieurs parcours. Tu vois. Tu ne vas pas aller voir la même chose si tu es un candidat ou si tu es un client. Si tu es un client existant ou si tu es un nouveau client. Donc il y a quand même cette notion de parcours même pour un site. Ouais. Surtout. T'imagines si ton prospect il s'en va. Donc par rapport à ça, là c'est une astuce dont je vais vous parler dans 2 minutes. Il y a des règles, il y a des critères ergonomiques de Bastien Escapin. Ça, ce sera peut-être pour un futur BBL. Parce que on n'avait pas le temps de tout vous présenter. Mais c'est des critères qui vont permettre d'accompagner sur du guidage, signifiance des codes, tout un tas de critères qui ont été étudiés scientifiquement par Bastien Escapin pendant de longues années. Il y a Bastien Scapin, il y a Gestalt, il y a Amélie Boucher, il y a les heuristiques, il y a tout un tas de référentiels, de critères qui permettent justement de tester les interfaces, les IHM. Et du coup, là, c'est une petite astuce, c'est de se dire que votre utilisateur a un peu picolé. Et donc, du coup, quand il est un peu pompette, il voit flou. Donc, du coup, c'est le même principe de quand on est sur un site internet, quand on est sur la page de recherche de Google, on va cliquer sur le site en 30 secondes, si la page d'accueil a été scannée. Et si on n'a pas trouvé l'info, on s'en va. Bon, pareil, là, on peut mettre... nous, on s'est amusé du coup à mettre la page d'accueil de Palo IT pour voir en flou ce que ça donnait. Donc, on voit bien que le bouton d'action qui est au milieu de l'image reste visible et pour se focaliser, pour aller cliquer là. On dit que pour le moment, ça va. S'il est bourré, il pourra réussir à rentrer un peu plus loin. Il a une attention limitée, donc on va le guider, on va l'accompagner. Il n'est pas idiot, souvenez-vous de vos amis en fin de soirée, ils savent très bien là où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Donc il faut leur répéter les choses plusieurs fois et les guider pas à pas pour arriver jusqu'au bout de l'action. Donc voilà, là il y a un petit lien à aller regarder aussi qui est une vidéo sur The User is Drunk qui reprend ces petites astuces. Et en fait, même si l'utilisateur
On parle là d'un handicap donc, qui serait lié à l'alcool, mais en fait, quelqu'un qui est myope, eh ben, il voit flou aussi. Quelqu'un qui a les mains qui sont prises, sans avoir forcément, on parle d'accessibilité, de handicap, mais ben, vous, quand vous portez, j'en sais rien, des sacs, votre ordinateur, vous êtes handicapé, donc vous allez essayer sur votre mobile d'accéder à des informations et de faire des actions, vous allez avoir plus de mal aussi. Quand vous êtes en train d'assister à une réunion et qu'en même temps on vous demande de réserver telle salle, eh ben, vous n'êtes pas sous, mais par contre, en effet, il faut vous répéter 2 fois les choses et vous allez être moins performant. Donc tous ces critères, en fait, ils permettent justement d'aider l'utilisateur pour qu'il atteigne ses objectifs, même s'il n'est pas dans un contexte optimal. Et ensuite, ben là, on en a parlé un peu tout à l'heure sur la phase de sketching. Les tests utilisateurs, c'est important de les faire au plus vite pour valider ou pas le parcours et de se rendre compte de si je donne le téléphone pour demander à Nadège de réserver un appartement à Paris, si on reste sur l'exemple d'Airbnb. L'idée, là, c'est pas de lui montrer comment sont les nouvelles maquettes et l'enchaînement et « Ah, bah regarde, il faut aller par là, etc. » C'est de lui dire « Bon, bah voilà, maintenant, tu commandes ton nouvel appartement et de regarder par où elle va passer, si vous avez pensé au même parcours qu'elle et du coup, d'optimiser si c'est pas le cas. » Ça nous est déjà arrivé, on part dans de la conception, on se dit ça va se passer comme ça pour ajouter des produits, etc. Et finalement, l'utilisateur, il fait complètement autrement. Et ça, c'est important de se rendre compte assez rapidement. Pour avoir d'ego, hein. Quand on fait des tests utilisateurs, voilà. Ouais, on remet en question, on redessine, on recommence. Et du coup, le mieux, c'est la phase, c'est le plus vite possible parce que derrière, les développeurs, ils font plus la gueule s'il faut tout refaire. Ça coûte moins cher en fait de faire les tests le plus tôt possible, sur du papier, sur des maquettes, que quand on a déjà développé des fonctionnalités pour rien. Voilà. Après, on peut faire des tests, des guérilla tests, aller voir son collègue à côté qui n'a pas participé au projet, lui dire bon bah voilà, faut que tu réserves l'appartement, ou que tu ajoutes un nouveau produit au panier. Et aussi, on peut faire des tests plus poussés ou en laboratoire où là, on va aller regarder où l'utilisateur regarde sur le site pour vraiment voir les points chauds et s'il n'y a pas des zones qu'on pensait être importantes qu'il ne voit pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait des heating maps où on voit justement les zones regardées par les utilisateurs, etc. Donc ça c'est pareil, ça se fait sur un site internet, sur une application, voilà, surtout. Vous en faites, je ne sais pas qui est-ce qui a déjà fait des tests utilisateurs ici. Ici, chez Centréon. Non, mais en général, chez Centréon, mais En général, oui. Toi, on a déjà fait, ok. Quelques-uns. Ok. Et du coup, c'est vrai que les tests, on peut les faire de façon, on appelle ça mode guérilla, quoi. Donc, on le fait entre nous au minimum. Qui ne sont pas à confondre avec les tests fonctionnels. Ok, ça va, vous suivez toujours? Bon, très bien. Donc voilà, donc là on a trouvé notre business model Airbnb, on a notre recherche exploratoire, notre recherche avancée, etc. On va quand même parler de l'UI, voilà, donc nous on nous dit souvent le design c'est du coloriage, bon vous avez compris que c'est pas que ça, mais c'est vrai que cette partie est quand même importante. Donc l'UI, ça permet quoi? Ça permet d'être dans les codes de l'entreprise, donc il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, il y a la charte graphique, la charte du client ou de l'entreprise, les connotations, si on met en fait des messages en rouge partout, ben, il ne faut pas oublier que le rouge c'est souvent associé à un message d'erreur. Donc, si vous travaillez pour la Croix-Rouge ou pour un client dont la charte prend beaucoup de rouge, c'est un peu compliqué, mais il faut trouver des astuces, justement. Le rouge n'a pas la même connotation en Europe, en Asie, donc voilà. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. La mise en page, évidemment, aussi, mais toujours en respectant la hiérarchie de l'information qui aura été définie par l'UX designer et qui aura été validée par les différents tests utilisateurs en phase 1, 2, 3 et 4. Voilà. Le RED de SFR, il est vert. Voilà. Peut-être que c'est à cause de ça. Voilà. Et il y a aussi évidemment la notion de tendance qui rentre en ligne de compte. Voilà, pour ne pas avoir un design trop has-been, on parle de look and feel, on essaye d'être raccord avec les grands prêtres du digital, Google. On parle de material design pour Google, Facebook et autres GAFA ou Natou. Comment on peut déterminer qu'un design est has-been? C'est la tendance qui va te le dire. En fait, tu vas plutôt regarder un petit peu au global ce qui se fait.
Mais en fait, un design has-been, justement, en fait, tu peux faire, nous, il y a un test qu'on fait qui s'appelle le test de 1 minute. Alors, on le fait plutôt 2-3 minutes. Tu laisses passer, tu montres l'écran pendant 1 minute à l'utilisateur et après, tu le caches et tu lui demandes de te dire ce qu'il a vu. Donc, il va te dire, ah bah, j'ai vu un bouton, j'ai vu un titre, c'était moche, c'était joli, ça avait l'air moderne, etc. Voilà, tu peux aussi le tester, en fait, tester l'impression, la première impression. Donc voilà, mais après ça reste du subjectif. Donc c'est pour ça que nous le design, en fait, déjà quand vous avez un design qui est utilisable, utile, où vous comprenez ce qu'il y a à faire, vous arrivez à trouver les éléments, vous êtes déjà bien. Si vous respectez la charte graphique, vous êtes déjà bien avancé. Donc là, je vous ai mis des exemples avec des chartes qui sont vraiment concordantes. France Info, en fait, qui a repris ces éléments graphiques aussi bien sur son site, sur ses applications, sur l'habillage télévisuel, etc. Voilà, bon, et c'est là que le drame du designer intervient, c'est que souvent, le brief du client lui demande ça et qu'au final, le budget permet de faire ça. Bon, on a quand même des petites astuces, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'évidemment, travailler sur un beau design, en plus du design utilisable, etc., un beau design, ça prend du temps, donc ça coûte de l'argent. Petite blague à part, le design c'est important, mais derrière il faut aussi qu'on puisse développer et intégrer ce qui a été fait. Si vous avez un designer qui vous fait quelque chose de magnifique, mais que derrière vous n'avez pas le temps de faire une intégration correcte ou que vous n'avez pas les outils, c'est compliqué. Donc nous, on a optimisé un petit peu notre workflow avec les devs. Et le designer, en fait, son rôle, c'est aussi d'aider l'intégrateur front à justement respecter la charte graphique. Donc en fait, on fournit un kit UI qui permet de donner les états des différents boutons, etc. Parce que parfois, en design, on n'a pas le temps de décliner tous les écrans. Ou alors il y a des écrans qui se rajoutent au fur et à mesure. Au moins, le développeur, il a le code, il sait qu'un bouton désactivé a telle couleur, etc. etc. Voilà. Et on utilise des outils comme InVision qui permettent d'avoir accès à des specs graphiques. Au survol, en fait, le développeur va pouvoir télécharger les éléments, voir aussi le code, en fait, récupérer une partie du CSS, etc. Et ça fait partie aussi du travail du designer. Et InVision, il fait aussi le navigateur d'application via lui. Ouais, tu peux. Alors sur InVision, en fait, oui, nous on s'en sert à la fois pour faire les tests utilisateurs, on peut le faire à distance, parce que tu vas utiliser en fait définir des zones cliquables, donc tu vas pouvoir voir si les gens comprennent l'enchaînement des écrans, etc. On s'en sert aussi pour avoir des feedbacks des clients ou des parties prenantes, parce que parfois, on a besoin d'avoir un retour du commanditaire et donc les gens vont pouvoir marquer leurs commentaires, et on s'en sert aussi pour le développeur. Donc c'est un outil assez complet, qui nous convient bien. Donc voilà, donc ça c'est la première couche du design, c'est le minimum syndical. Maintenant, en fait, là où vraiment le design peut apporter quelque chose pour passer au niveau supérieur, c'est en aidant l'adoption voilà, des produits et des interfaces. Et pour ça, en fait, on essaye d'éviter de le frustrer. Voilà. Alors, frustrer, garde-le parce que... Je garde, ok. Frustrer l'utilisateur, c'est quoi, à votre avis? Donc déjà, c'est de lui demander des pop-up qui sortent, c'est très très frustrant. Ou alors, c'est d'effectuer une tâche de manière beaucoup trop complexe. Là, voire impossible. Voire impossible. Là, on vous a choisi de quelque chose qui paraît simple, de taper son numéro de téléphone. On a cette option-là. Ça va vous prendre un peu de temps, là. Hein. Voilà. Mais c'est pas pour rien qu'on vous l'a mis. C'est souvent où on a des clients où on a un menu déroulant, alors qu'il y a 60 pays derrière ou 150 choix derrière. Donc ça peut certains formulaires peuvent ressembler à ça. Donc conditionner en fait la mise en forme avec l'action à faire, c'est vraiment le minimum syndical. Voilà. Alors là, ça peut prendre encore plus de temps. Si votre numéro commence par 09, l'utilisateur devra s'armer de patience. Voilà, on a raté, l'utilisateur est frustré, il est parti, il ne reviendra jamais. Mais comment on peut faire, Nadège, pour engager l'utilisateur ? Comment faire pour engager l'utilisateur ? Alors là, il y a encore des astuces. On parle en fait de design émotionnel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ça. Donc, qu'est-ce que le design émotionnel ? C'est justement travailler sur des expériences qui vont engager les utilisateurs. Donc, en fait, on sait
il y a un répertoire des émotions qui qualifie 8 émotions primaires, dont 2 seules sont positives, la joie et la surprise, et les autres sont négatives, comme la peur, l'angoisse, etc. On peut même jouer en fait avec des expériences négatives. Quand vous pensez aux trailers de films, aux bandes annonces de films qui font peur, quand vous pensez au Grand 8, voilà, on peut prendre du plaisir même avec une expérience qui fait peur. Il y a une appli pour courir qui s'appelle Zombie Run, où vous allez courir avec des zombies qui vous courent. Et dès que vous ralentissez parce que vous êtes un peu essoufflé, vous entendez les qui se rapprochent. Voilà, donc c'est assez fun en fait, ça rend l'expérience assez sympa. Là, je vous ai mis l'exemple de Mailchimp, en fait, qui est un utilitaire qui permet d'envoyer des mailings en fait, en masse. Bon, bah là, donc c'est un outil qui n'est pas hyper fun à la base. L'objectif est vraiment institutionnel, mais pour rendre l'expérience plus sympa, ils ont rajouté des animations. Quand vous allez envoyer votre mail à 40 000 personnes, il vous dit attention, vous êtes sur le point d'appuyer sur un bouton rouge, etc. Et vous êtes gratifié de messages sympas au fur et à mesure. Donc c'est la tonalité aussi qui peut amener le design émotionnel. Voilà. Pour un autre exemple, en fait, c'est les premiers MacBook, quand ils étaient fermés en état de veille, ils avaient calé la veille lumineuse sur le battement d'un cœur. Donc en fait, vous aviez une lumière qui vous donnait une information. Votre appareil est encore chargé et il est en veille, mais en fait, ce n'était pas quelque chose de nuisible ou de frustrant. On pense au radio-réveil, par exemple, le radio-réveil qui est la lumière rouge qui va être allumée toute la nuit, qui va vous empêcher de dormir. Bon, ben voilà, aujourd'hui, on n'a plus trop ça. On a vraiment amélioré les produits au global. Donc le design émotionnel. Et une autre possibilité, c'est la gamification ou ludification. C'est rajouter du jeu, en fait, pour transformer une expérience frustrante et désagréable en expérience sympa. Donc ça, c'est par exemple la page qui apparaît quand vous n'avez plus de connexion Wi-Fi. Voilà, donc vous êtes tout en bas de la pyramide de Maslow. Et là, en fait, sur la page de Google, ben, vous avez un petit jeu qui se déclenche. Je ne sais pas si tout le monde a fait l'expérience de ça. Voilà, en général, voilà. Dans le train, par exemple, ça fonctionne pas mal. Donc ça, c'est un exemple en fait d'exploitation d'une expérience négative et la transformer en expérience positive grâce au design. Du coup, petit résumé, donc le design, donc on a vu que c'était une méthodologie donc, qui provenait du design industriel et qui permet donc, de réconcilier à la fois la vision des utilisateurs et la vision business. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire un commanditaire qui va dire « moi, je veux que mon site de e-commerce permette de générer tant de millions de chiffres d'affaires par an. » Ok. Mais à côté de ça, en fait, on va s'assurer que les utilisateurs ont aussi d'autres attentes et on va essayer de faire coïncider les deux. Chez Palo IT, en fait, on travaille beaucoup avec les product owners aussi, qui ont aussi cette vision business, ou les chefs de projet. Donc voilà. C'est la démarche en double diamant, donc recherche, problématisation, idéation et prototypage et test. Et du coup, c'est surtout une démarche qui permet de se différencier de ses concurrents en proposant aux utilisateurs une expérience agréable, un sentiment d'appartenance, du plaisir et surtout une utilisabilité. Ça piétine aussi un peu sur le marketing. Alors, en fait, oui, après, le marketing souvent reprend la phase où le produit est déjà fait et donc va pouvoir encore davantage améliorer l'image, travailler, vulgariser peut-être le produit ou le site, etc. Mais oui, il y a beaucoup de points communs en fait avec la démarche marketing, si ce n'est ce que je t'ai dit au début, à savoir que en fait, nous, on repart vraiment des utilisateurs, alors que le marketing va partir du produit et de la marque. Voilà. Donc, mais en effet, la cohérence, c'est justement d'avoir une démarche de bout en bout, conception jusqu'au marketing. C'est le moment des questions avant de vous faire travailler. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Tout ce qui se fait maintenant au niveau de la personnalisation, ça fait partie du design aussi? Alors, qu'est-ce que tu entends par personnalisation? Bah maintenant, tout ce qu'on peut typiquement acheter, même dans de la grosse industrie, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Quand je prends par exemple les Citroën DS, là, ouais. On peut mettre la couleur qu'on veut, le tableau de bord qu'on veut, genre qu'on veut. Pareil avec le téléphone, ils sortent des milliers de couleurs. Alors qu'avant, c'était c'est ça ou rien. Ça fait partie des recherches qui ont été faites au design chez les grands et que ça s'applique à tout le monde. A priori, c'est ça en fait. C'est-à-dire que en fait, on se dit à un moment,
proposer à nos clients de pouvoir personnaliser leurs produits, leurs objets, leurs voitures, leur téléphone, ce que tu veux, c'est quelque chose qui va les séduire assez pour leur faire acheter de plus de produits. Donc en fait, on leur propose un nouveau service qui est la personnalisation. Et du coup, oui, à un moment, ça veut dire que l'entreprise, elle a arbitré le fait que personnaliser, ça allait coûter de l'argent en termes de chaîne de production, mais qu'à côté, ils allaient s'y retrouver. Et donc c'est là, en fait, qu'on parle justement de réconcilier le business avec les utilisateurs. Il y a pas mal de chaînes, enfin de sites aussi, on pouvait personnaliser à un moment des t-shirts, des choses comme ça. On voit qu'il y en a de moins en moins ou qu'en fait ils proposent souvent des modèles déjà où tu vas juste personnaliser avec mettre ton prénom parce qu'en fait ils se sont rendus compte aussi que ça coûtait peut-être trop cher de tout personnaliser. Mais en fait c'est un arbitrage qui va se faire entre le business et la demande. Donc, ouais. D'autres questions? Non? Vous avez très hâte de passer à la mise en pratique alors. Génial. Je pose la question. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu grâce à cet atelier qu'on a un peu détourné évidemment parce que voilà, on vous a demandé de travailler sur un objet qui n'est pas un objet numérique. Mais on a vu comment comprendre, comment se mettre à la place de l'autre. Donc la carte d'empathie, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi pour faire une synthèse de toutes les interviews. Il y a plein de façons de l'utiliser. En tout cas, voilà, se mettre à la place de l'utilisateur pour innover vraiment et trouver des solutions qu'on n'aurait peut-être pas envisagées si on avait fait une brosse à dents pour monsieur, madame, tout le monde. Et ensuite, le fait de sketcher, ça permet aussi de faire tester à l'utilisateur. Donc après, on aurait pu imaginer de vous faire un jeu de rôle pour dire, OK, moi je suis un enfant de 4 ans, mais ton produit, il ne me va pas parce qu'en fait, il est adapté à tes parents, il est adapté à mes parents, il n'est pas adapté à moi. Voilà, donc c'est le type de choses qu'on peut faire ressortir. Alors pour finir, en fait, on vous a mis quelques lectures pour aller plus loin, parce qu'évidemment, nous, on se base sur des principes qui émanent de designers de renom ou d'ergonomes, etc. Voilà, vous pourrez y accéder, donc Lean UX, Game Storming, les principes de Don Norman, il y en a plein. Quelques personnes que vous pouvez suivre sur Twitter aussi, si vous voulez avoir des informations régulièrement. Petite auto-promo, voilà, c'est moi ici. Des agences, des auteurs en fait, de livres, etc. Des experts UX au niveau international. Et puis voilà, on voulait vous féliciter parce que vous avez réussi à rester concentrés jusqu'à la fin. Donc merci de votre attention. On voudrait juste un dernier. Alors on a l'habitude de finir les ateliers par un ROTI, Return of Time Invested. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc à 3, je vais vous demander de nous noter sur 5. Donc 5, c'était super, on a adoré. 4, c'était bien. Je n'ai pas gagné plus de temps que j'en ai passé. 3, juste la moyenne. 2, utile. Et 1, sortez-moi de là, j'en peux plus. Heureusement que ça se termine. Donc allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, super. Du coup, les 3, je veux bien 1 ou 2... Est-ce que tu peux nous dire en un mot, voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer la prochaine fois? C'était peut-être un peu trop court. D'accord. Du coup, Ok, un peu dense, quoi. Ok, ça marche. Mais du coup, on va revenir, en fait. Faut qu'on revienne. Ok. Un autre 3 par là, ou non? Il n'y a que des 4, 5? Bon, super. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter. Merci de votre attention.